Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et Vlatic, ça recommence. Et pour la 3e fois de la semaine. C'est fou, c'est dingue. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Philippe Bilger est solaire depuis qu'il est arrivé tout à l'heure. Oui, absolument. Je viens de voir Cécile, donc c'est normal. Et vous, j'ai eu un petit cauchemar, mais vite dissipé. Au bon accueil, bonjour. Non, vous voyez. Et pourtant, ça doit être la contagion de Françoise Degois. Voilà. Vous avez demandé de l'amabilité. En voilà. Je vais vous en mettre plein durant les 2. C'est ça, c'est réglé. Bienvenue, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Vous avez entendu la météo. Si vous êtes sur la route, faites quand même très, très attention. Et puis, on vous remercie bien sûr pour votre fidélité. On vous le disait hier, plus de 62% d'augmentation de la fréquentation, en tout cas sur notre plateforme digitale. Et on vous en remercie. Vous êtes plus de 2 millions à nous écouter, en tout cas sur notre application, ce qui était quand même énorme. C'est toute la famille de Olivier d'Artigol. C'est toute sa famille qui nous écoute. On le remercie. Eux seuls, ils repeuplent la France. On parlait de la dénatalité. Je me sens moins seul. Et même quand je suis là. Exactement. Vous êtes là tous les jours, alors. En tout cas, c'est le 0826 300 300. N'hésitez pas à l'utiliser. Zach est avec nous aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Hier, Emmanuel Macron a lancé l'acte 2 des réformes en multipliant les annonces sur l'école. Il entend doubler le volume d'instruction civique et systématiser la pratique du théâtre au collège. La tenue unique sera expérimentée dans une centaine d'établissements en vue d'une possible généralisation en 2026 et au programme aussi rétablir les cérémonies de remise de diplômes, développer l'histoire de l'art et étudier la Marseillaise en primaire, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que comme Libé, vous pensez que ce sont des propositions vieille France? Pensez-vous qu'au contraire, il a décidé de demander à Amélie Oudéa-Castéra de poursuivre le chemin proposé par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation? Est-ce réaliste quand on voit le poids des pédagogistes au sein du ministère de l'Éducation nationale? Et à cette question, proposition de Macron pour l'éducation et ce retour aux fondamentaux de l'école, eh bien vous dites non à 77%. Et on a envie de vous entendre là-dessus. 0826 300 300. Notre expert du jour, Jean-Paul Briguelli, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire et auteur de ce livre, Fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire. C'est le tome 2 aux éditions de l'Archipel. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. À peine nommé au gouvernement, Rachida Dati annonce sa candidature aux prochaines élections municipales. Mon objectif, dit-elle, c'est Paris, lance la nouvelle ministre de la Culture. Ces dernières années, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy s'est illustrée dans son opposition sans succession à l'actuelle maire de la capitale, Anne Hidalgo. Alors parlons vrai, est-ce qu'annoncer sa candidature plus de 2 ans avant l'échéance électorale, ce n'est pas un peu tôt? Est-ce que, en étant exclu des Républicains, Rachida Dati a une chance dans la course à l'Hôtel de Ville, le parti historique de la droite étant encore puissant dans la capitale? Le ministère de la Culture peut-il être un tremplin pour l'Hôtel de Ville? Annonce de la candidature de Dati à la mairie de Paris, le timing est-il bien choisi? Eh bien vous dites toujours non à 76%. Et notre expert du jour, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, sera avec nous. Bienvenue les amis, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez entendu sa voix suave, intelligente, intelligible. Philippe Bilger est avec nous. Sensuel. Il regardait, m'a dit en disant, on parle de moi là? Non, mais oui. Sensuel, non, c'est Cécile, arrêtez. Si, sensuel, d'une grande sensualité. Si. Oui, mais bon. Par rapport, Gabin en criait des brumes avec Michel Morgan, c'est de la rigolade. Une voix reconnaissable, quelle qu'elle soit, finit par nous animer. Malheureusement, on limite trop, ma chère Cécile. On considère que mon cheveu sur la langue est une donnée fondamentale en France. Bah oui, mais écoutez, au moins on sait qui vous êtes, on vous reconnaît, c'est ça. Oui, mais mon Dieu, j'aimerais bien avoir d'autres caractéristiques. Non, ça démarre comme ça. Qui sont les vôtres, pardon. Non pas que je rêve d'un changement de sexe. En tout cas, c'est possible. Avec la poitrine, vous seriez Est-ce parfait. que je peux dire du bien de Madi? Oui, j'allais dire. Je trouve que ses lunettes sont super. Ah oui, vous êtes... Je pensais à la même chose. Ne parlez pas tous en même temps. Bonsoir Madi. Bonsoir. Madi Saïdi.
Formidable. Vous allez bien? On est ravis de vous Très retrouver. bien, moi aussi je suis ravi de vous retrouver. Ah bah tant mieux, c'est une bonne chose. Je préfère ça que le contraire. Vraiment, c'est vraiment un enfer d'être là. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Comment ça va? les vraies voix. Bonsoir Olivier. Ça va, Cécile? Ouais, très jolies lunettes. Homme à lunettes, homme à lunettes. Oh, elles ont pas beaucoup. Homme à lunettes, homme à lunettes. Écoutez, Ça va les vraies voix? oui. Bon, ça va très bien. C'est pas nous les vraies voix, c'est vous. Hein. Oui. Demandez-vous vous-même si vous allez bien, tant mieux. En tout cas, dans un instant, Anthony sera avec nous. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300 et on est ravis en tout cas d'écouter ce que vous avez à dire. Écoutez. Bonjour, c'est Eric de Nîmes. C'est effrayant ce que j'ai entendu hier et ce matin, même sur votre antenne. On parle de cours de théâtre, alors que les écoles sont en train de s'islamiser. Les profs sont menacés de plus en plus. Rien ne va. Des cours de théâtre, non mais je rêve. Faut arrêter là. Il vit sur un nuage là. Et la blouse, en quoi la blouse va effacer ou estomper les 65 inégalités scolaires que je dénonce, pour lesquelles vous tournez la tête vous aussi. Expliquez-moi, en quoi? Des élèves peuvent se payer des cours particuliers, d'autres pas. Des élèves ont des bons profs, d'autres ont des mauvais profs. Des élèves peuvent se payer une école privée, d'autres pas. Des élèves sont dans des collèges ou des lycées violents, d'autres pas. 65 inégalités scolaires. Ah putain, le gauchisme, il bouffe pour tout le monde. Hein. Oula. C'est ce qu'on appelle un coup de gueule. Eric, il est fâché. Il est fâché. Mais je comprends pas pourquoi il interdit à Emmanuel Macron de tomber dans la nostalgie. Non mais il dit grosso modo, quand il dit grosso modo, il y a des gens qui se sont fait décapiter de profs. Le théâtre, c'est peut-être pas ce qu'on attend à la hauteur. Mais j'avais compris, mon cher Philippe. Mais je me permettais sur un sujet très sérieux de plaisanter. La nostalgie amoureuse de Emmanuel Macron, puisque c'est dans des cours de théâtre qu'il a commencé à être amoureux de Brigitte. Donc, mais ça n'empêche que la proposition est parfaitement inutile par rapport à la crise de l'école. Mais il y a quelque chose dans le témoignage que je retiens, c'est l'expression d'une colère. Et cette colère, qu'elle soit juste ou pas, elle est présente dans le pays. Et je vous dis notamment, vous êtes un ancien prof, il y en a qui ont des très bons profs, d'autres qui ont des profs qui ne sont pas au niveau. Mais la question est de savoir si l'intervention pendant 2h20 d'Emmanuel Macron hier soir a répondu à certaines formes de colère. On aura l'occasion d'en discuter très certainement ce soir. Je ne le crois pas. L'a dit, ça y dit. Ah, mais je crois pas non plus, parce que les gens attendaient des annonces fortes. Et finalement, on nous reparle de choses, notamment sur l'école, mais qui étaient déjà dans les dossiers. Si je peux dire, la question de l'uniforme était déjà là. La Marseillaise en CE2, elle est... Oui, aussi. Donc, à mon avis, les attentes sont toujours là et on n'a pas eu l'effet d'annonce et le côté révolutionnaire dont lui-même avait parlé au moment de la nomination du gouvernement Attal. Et la colère de ce monsieur, elle n'est pas facile, contrairement à ce que dit le président du Rassemblement national. Oui, c'est vrai. L'école avec vous, Philippe Bilger, c'était l'époque, même la nôtre, hein, on se levait quand le prof arrivait. Et on avait la blouse. Et on a... Moi, j'ai eu la blouse. Oui. Vous avez eu tous la blouse? Non, moi j'ai pas eu la blouse. Moi, quelle est votre naissance? 70. Moi, 66 et vous, les gens 70. qui avaient la blouse, c'est parce qu'ils avaient mauvais goût en matière de vestimentaire. Non, moi j'ai connu la blouse. Cécile, il y avait des règles. Moi, j'étais dans un collège à mon... vous voyez, on me permet pas de non, mais parler. allez-y. Taisez-vous, le procureur parle. Non, mais... C'est dingue. Je deviens insupportable. Je ne supporte plus qu'on parle en même temps. Ouais, c'est fou. Alors, regardez, Est-ce que c'est une contagion d'Elisabeth Lévy? L'adorable Elisabeth Lévy. Allez, on en parle de toute façon dans notre grand débat du jour dans quelques instants. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? Réquisitoire du procureur juste après la pause. On parle de la frustration de ne pas pouvoir répondre au président lorsqu'il a fait des réponses trop longues. Ah, d'accord. Eh ben, on en parle dans un instant. Vous savez que vous pouvez nous laisser des messages. Bien entendu qu'on réécoute tous les jours ou si vous voulez commenter avec nous à l'antenne. Vous êtes les bienvenus. On vous attend jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci, on est ravis de vous accueillir tous les jours et de vous accompagner, que vous soyez à la maison, en voiture ou en tout cas au bureau, et quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes. Vous savez que vous pouvez décrocher votre téléphone et forcément commenter l'actualité avec Philippe Bilger, Madi Saïdi et Olivier d'Artigol, bien entendu. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? On va parler du service après-vente de la conférence de presse présidentielle, de ces dérives de l'école Stanislas, l'école privée catholique Stanislas,
Stanislas, un rapport dévoilé. Et puis la plainte de Karim Benzema contre Gérald Darmanin pour ses propos sur ses liens supposés avec les frères musulmans. C'est fait, il a porté plainte. En 3 mots, ça donne catalogue, dérive et plainte. On en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir contre le fait que les journalistes ne puissent pas répondre aux réponses longues du président de la République. Oui. D'ailleurs, il ne fait jamais de réponse longue. Alors, il y a un point commun entre les conférences de presse présidentielles et la franc-maçonnerie. C'est étrange que je parle de ça. C'est le fait que dans la franc-maçonnerie, le bonheur, c'est quand on fait une conférence, chacun n'a droit qu'à une question, de sorte qu'on n'est jamais contredit. Lorsqu'on répond, c'est à quelqu'un d'autre. Eh bien, dans les conférences de presse présidentielles, c'est pareil. Évidemment, je comprends qu'on veuille donner à tout le monde le droit de poser une question, mais c'est absurde puisque de toute façon, il y a une sélection drastique à l'origine et qu'au pire, on ne peut poser qu'une question. Et pourtant, hier, lorsque le président a fait des réponses toujours intelligentes, il faut l'admettre, mais souvent trop longues, je me suis dit, c'est terrible quand on est journaliste que miraculeusement on a posé une très bonne question, eh bien que on ne puisse pas répondre au président. Et comment peut-on résister à une telle frustration? Et pourtant il paraît que savoir résister aux frustrations, c'est ce qui signe l'âge adulte. C'est pour ça que je suis demeuré infantile. C'est ça. Olivier d'Artigol qui n'est jamais frustré. Il me semble qu'en franc-maçonnerie, quand un nouveau frère est reçu, il doit faire silence les premiers temps. Durant 1 an, mon cher Olivier. C'est vous vous pour ça rendez que compte j'y si suis le pas. président devait faire la même chose? Ouais. C'est frustrant, non? Non, oui. je trouve que c'est quelque chose, pour ce que j'ai pu en lire, c'est quelque chose qui oblige à l'écoute. Oui. Et l'art C'est long, de l'écoute et l'art de l'écoute. C'est long, non, oui. Non, mais l'art de l'écoute est quelque chose qu'on devrait développer davantage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. M'a dit c'est Vous, C'est pourquoi, Oui, c'est pour moi de vous dire. mon cher Olivier. Ce soir. Je passe mon tour. Non, mais le problème, c'est qu'il a dit ça en me regardant, donc je me sens fichée. Je ne dis rien sur la franc-maçonnerie parce que j'y connais absolument pas grand-chose, pour pas dire rien du tout. Ça n'a rien à voir avec le BTP. Mais- Ah, ça, c'est une vanne en béton. Mais quand le BTP va. Il fallait oser. Oui, non, Oh, sur fallait oser, oh. sur les réponses du président, c'est toujours un petit peu comme ça. Moi, j'avais plutôt l'impression que plus il en disait, moins ça laissait le temps aux autres de poser des questions. Donc c'était plutôt bien organisé son truc. Oui. Merci beaucoup pour ce réquisitoire. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont catalogue, dérive et plainte. La fertilité, le théâtre, la Marseillaise et je dirais même plus l'uniforme à l'école, l'instruction civique, les tablettes, le service national universel, la Macronie fait le service après-vente de la conférence de presse présidentielle. Les oppositions dénoncent un catalogue. Un rapport pointe les dérives de l'école Stanislas où la ministre de l'Éducation scolarise ses enfants. Amélie Oudéa-Castéra promet un plan d'action rigoureux pour y remédier. Et puis il l'avait annoncé, c'est chose faite. Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin pour ses propos sur les liens supposés avec les frères musulmans. Les vraies voix Sud Radio. Il est en campagne pour le pays. Rachida Dati défend le président Macron aujourd'hui avec le zèle de la convertie, tout comme ses désormais collègues, les ministres en mode service après-vente. Forcément, dans les oppositions, on est moins convaincu, c'est un euphémisme. Ça rappelle un peu l'ORTF, franchement. Alors voilà, sur toutes les chaînes, on a le président de la République qui s'exprime et les propos qu'il porte sont des propos assez ringards. Il a un arrière-fond purement réactionnaire. On le voit avec sa ministre de l'Éducation qui met ses enfants dans un établissement privé catholique intégriste. Ici à gauche, Arthur Delaporte au PS et Antoine Léaumont de la France Insoumise. À droite, le président des députés LR, Olivier Marleix, c'est tout aussi grinçant. On a eu un catalogue, ça a été tous azimuts. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron est ministre de tout et finalement président de rien. Fabien Roussel a déjà cité Dalida, mais on attendait le général de Gaulle, on a eu des paroles. On a eu un président de la République qui nous expliquait qu'il allait mettre de l'ordre dans nos familles en retirant les tablettes et les téléphones portables des enfants. Bon courage, il peut venir à la maison d'ailleurs. Il veut se mêler de ce qu'il appelle notre fertilité. Donc là, on rentre dans un degré d'intimité supplémentaire. Il rentre dans nos lits maintenant. C'est assez original. Quant aux agriculteurs mobilisés hier, grosse déception, il n'en a quasiment pas été question, comme l'a constaté Karine Serre, éleveuse de brebis dans le Lot et vice-présidente de la FNSEA d'Occitanie. Je n'ai rien contre ce président, pas plus que contre un autre. Pour différentes raisons, il n'a pas vraiment une sensibilité très rurale. Ce que nous souhaiterions, quels que soient les gouvernements, quelle que soit la couleur,
qu'il y ait une certaine logique, une certaine justice de traitement. Les agriculteurs respectent les lois françaises, que la France respecte les paysans quand elle importe des produits venant d'autres pays. Que ce soit les mêmes règles qui soient imposées à ceux qui viennent des autres pays. C'est tout ce que nous demandons. Propos recueillis par Christine Bouillot pour Sud Radio, les agriculteurs qui devraient se remobiliser dès demain et sans doute même bloquer des autoroutes. On en reparle après le journal de 18h avec le président des jeunes agriculteurs d'Occitanie. Forcément, l'opposition, Philippe Bilger, s'en donne à cœur joie. Alors, Olivier Marleix, à moins qu'il l'ait dit pour la première fois, il a repris une phrase de François Ruffin, ministre de tout, président de rien. Mais c'est assez classique, quoi. On n'entendra jamais quelqu'un de l'opposition rester nuancé dans la perception d'une conférence présidentielle qui a duré 2h30, quoi. Et qui, par moments, m'a fait glisser un tout petit peu dans l'ennui. Malgré la charcuterie après, on a entendu ce matin Louis Alliot, qui était plutôt étonnamment, pas contradictoire. Mais il y a des choses, il y a des réactions pavloviennes, bien sûr, que l'opposition, dès le lendemain, critique l'intervention présidentielle. C'est le jeu comme politique. Disait François Mitterrand, l'opposition, ça s'oppose. Ça s'oppose, mais on peut le faire plus ou moins habilement et à juste propos. Par exemple, l'infertilité est un vrai sujet. Ça frappe plus de 3 millions de Français. Donc c'est une question de santé publique. Hommes et femmes. Même les hommes. Oui. Donc il y a un sujet que le président le pointe sur la question de la vitalité démographique de notre pays. C'était normal. C'est normal. Mais ce qui a manqué en fait dans cette intervention, qui a été survendu en amont par les conseillers de l'Élysée, qui nous avaient annoncé un festival d'annonces, c'est que à la fin, et on le voit dans les résultats de la médiamétrie de ceux qui ont écouté, moins de 8 millions. C'est assez médiocre. Absolument. Madi Saidi. Écoutez, moi sur l'infertilité, le terme en lui-même m'a assez surprise. Parce que pour moi, il n'y avait pas forcément de lien de cause à effet. Alors c'est vrai qu'on a un problème sur la natalité, mais est-ce que c'est réellement lié à l'infertilité qui est un problème qui existe? Est-ce que c'est lié aussi à un nouveau mode de vie? Ou à la casse de la politique familiale? C'est l'un des facteurs. Il y a de plus en plus de femmes qui aujourd'hui soit ne veulent pas d'enfants. Il y a un nouveau mode de vie. Il y a aussi toutes les questions liées au climat. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont 20 ans qui vous disent moi je veux pas d'enfants. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais assez surprise qu'ils l'emploient comme ça. Alors il y a certainement un lien de cause à effet. Mais 3 millions, c'est beaucoup quand même. Mais sur son intervention, il a pointé tous ces sujets-là concernant... Oui. Allez, le deuxième mot, c'est Dérive avec Mediapart qui dévoile un rapport concernant l'école Stanislas. Oui, rapport qui avait été caché, affirme même Mediapart. Ces 30 pages pointent des pratiques jugées discriminantes des intervenants qui tiendraient des propos homophobes, anti-avortement ou faisant la promotion des thérapies de conversion contre l'homosexualité. Des consignes aussi de discrétion quant à la tenue des filles. Attention à la longueur des jupes. Réaction d'Amélie Oudéa-Castéra qui scolarise ses enfants dans l'établissement privé. La ministre de l'Éducation et des Sports promet un plan d'action rigoureux. Il n'est pas exclu de déconventionner l'établissement catholique, estime Christopher Weisberg, le porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Le déconventionnement, au fond, c'est la sanction ultime. Et normalement, ce qui se passe, c'est que fort de ce rapport, il doit y avoir une négociation avec Stanislas pour qu'elle change son comportement. Et de deux choses une, soit ils arrivent avec des propositions très claires en disant on va mettre fin à ce que vous avez décrit qui est proprement scandaleux, discrimination, discriminatoire, inégalité entre l'homme et la femme. Soit et donc ce travail-là, il va être fait. C'est le travail du moment. Ça veut dire soit ils se conforment à la loi et aux obligations qu'ils ont avec ce contrat, soit en effet ils seront déconventionnés. Christopher Weisberg, porte-parole du groupe Renaissance de l'Assemblée nationale, avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Troisième mot, Karim Benzema a déposé plainte pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur. Oui, Gérald Darmanin avait affirmé que l'ex-star du Real Madrid entretenait des liens avec l'organisation des frères musulmans. Je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. On le sait tous, avait-il même dit, des liens que l'ancien attaquant des Bleus conteste vigoureusement. Il devait donc déposer plainte. Il l'avait annoncé, c'est confirmé, c'est désormais chose faite. Ce sera donc à la justice de trancher sur ce point. Un petit mot peut-être du procureur là-dessus, non? On attend la fin. Non, mais je croyais qu'il le ferait pas. Et puis on a attendu, il l'a fait. Bon, j'espère qu'il maniera
il ne manipulera pas la justice comme il sait manier le ballon. Ah bah écoutez, on verra. En attendant, merci en tout cas Félix Mathieu. Merci Félix. On vous retrouve tout à l'heure. Le président Macron s'est donc exprimé hier soir. Cécile, oui. Et d'ailleurs Gérald Darmanin, après, il y avait eu un léger petit retrait. Oui, c'est sûr. Et sur cette conférence de presse hier de plus de 2 heures, il a annoncé donc de nombreuses mesures pour réformer l'éducation avec cette question. Proposition de Macron pour l'éducation, est-ce un retour aux fondamentaux de l'école, Philippe? Oui, alors parlons vrai. Est-ce que comme Libé, vous pensez que ce sont des propositions vieille France? Pensez-vous qu'au contraire, il a décidé de poursuivre ce qu'avait entamé Gabriel Attal? Est-ce réaliste quand on connaît le poids des pédagogistes au ministère de l'Éducation nationale? Proposition de Macron pour l'éducation, est-ce un retour aux fondamentaux de l'école? Vous dites non à 78%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Jean-Paul Briguelli est avec nous, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire et auteur de La Fabrique de crétins vers l'apocalypse scolaire, tome 2 aux éditions de l'Archipel. Bienvenue. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il une hypocrisie autour de la mixité sociale? Non, c'est même pas une hypocrisie parce que tout le monde est au courant et depuis très longtemps. Je rappelle que Bourdieu avait déjà dénoncé ça en 1965. Ça s'est accentué. Voilà, c'est tout. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes bien entendu les bienvenus. C'est Sud Radio et bien entendu les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix comme tous les jours, bien entendu, on débat sur l'actualité, mais pas que. On peut aussi dire des bêtises. On peut aussi être un petit peu détendu, parce que ça fait pas de mal dans ce contexte toujours un petit peu compliqué. Avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Ça va bon, Philippe? Très bien. Vous êtes heureux, tant mieux. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, vous êtes heureux? Très bien. Ouais. Vous n'avez aucune inspiration. J'ai trouvé que l'effet était réussi. Voilà. Je l'ai reproduit. Et je parie que Badi Seydi va très bien aussi. Oui. Je vais très bien, mais c'est pas très bien que j'allais dire. Ouais, c'est bien de faire des blancs. Allez. En tout cas, ce numéro de téléphone, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La tenue unique, qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays, sera expérimentée dès cette année. Emmanuel Macron surjoue la carte de l'école du passé. Par exemple, la question de l'autorité, de l'uniforme. Nous instituerons dans chaque collège et dans chaque lycée, dès la fin de cette année, une cérémonie de remise des diplômes. Il a préféré aligner les annonces gadgets. Le service national universel fait partie de la réforme, c'est pourquoi nous irons vers la généralisation du service national universel en seconde. L'enjeu, c'est de se dire qu'il faut bien qu'il y ait un professeur devant chaque élève tout au long de l'année. Et surtout, il faut que nos élèves puissent apprendre dans de bonnes conditions, donc dans des classes moins chargées. Et donc hier, Emmanuel Macron a donc lancé l'acte 2 des réformes en multipliant ses annonces sur l'école. Il entend doubler le volume d'instruction civique et systématiser la pratique du théâtre au collège. La tenue unique sera expérimentée dans une centaine d'établissements en vue d'une possible généralisation en 2026. Et au programme aussi, rétablir les cérémonies de remise de diplôme ou développer l'histoire de l'art et étudier la Marseillaise en primaire, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous ce sont des propositions vieille France comme le dit la une de Libé aujourd'hui? Est-ce qu'au contraire, il a dit clairement qu'on allait poursuivre les propositions de Gabriel Attal? Est-ce réaliste quand on connaît le poids des pédagogistes au ministère de l'Éducation? Proposition de Macron pour l'éducation, est-ce un retour aux fondamentaux de l'école? Vous dites non à 80%. On attend vos réactions. Vous êtes prof, parents d'élèves, professeurs des écoles au 0826 300 300. Et notre expert en a écrit des livres sur ce sujet. Jean-Paul Briguelli est avec nous, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire et auteur de La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, tome 2 aux éditions de l'Archipel. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Juste un point avec nos auditorialistes. D'abord, Philippe Bilger, cette liste de to-do list vous semble cohérente? Oui, alors le reproche qui a été fait au président hier d'avoir été vieux jeu lui a permis d'être, me semble-t-il, au meilleur lorsqu'il a répondu à cette journaliste, je crois, de Libération ou d'une autre publication. Il a été très bon dans cette réponse sur le vieux jeu à propos des diplômes. Pour le reste,
Ce qu'il a proposé, je ne le qualifierais même pas de fondamentaux. Ce sont des exigences évidentes qui ne devraient pas faire l'objet d'un retour, qui n'aurait jamais dû disparaître de l'école. Mais j'ajoute que pour compléter ces exigences banales, il faudrait véritablement qu'il y ait une restauration d'un certain nombre de fondamentaux, et on en est loin pour l'instant. Olivier d'Artigol. Oui, et tout ça arrive après Gabriel Attal, qui ne peut pas avoir de bilan en tant que tel, puisqu'il n'est pas resté suffisamment longtemps au ministère. Mais la décision, par exemple, ferme sur l'abaya a été quelque chose de très positif. Ce qui me manque hier soir dans l'intervention présidentielle, c'est que rien dans ces annonces additionnées ne me semble être au niveau du principal défi, que je résumerai en une phrase. Les inégalités scolaires dans notre pays sont le reflet des inégalités sociales, alors que l'école devrait justement permettre le fait que ça ne soit plus le cas. Donc là, on a des choses très lourdes, très sérieuses, auxquelles l'intervention présidentielle ne me semble pas répondre. Alors, tenue unique, nous verrons. Il y a des questions budgétaires. La Marseillaise des enseignants me disent que ça se fait en CE2. Il faudrait le vérifier. L'éducation civique, oui, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Mais tout ça, je le constate en vous le disant, ne me semble pas être au niveau d'une urgence éducative, en fait. Madi Saïdi. Pour moi, l'urgence éducative, ce serait plutôt lire, compter, et ça, pour moi, c'est les fondamentaux. Et c'est peut-être même plus important que toutes ces questions qui ont été citées, qui effectivement ont lieu d'être et elles sont importantes, mais je crois que le fondamental aujourd'hui, c'est qu'un gamin, quand il arrive en CM2, qu'il soit capable de lire et qu'il soit capable d'écrire. Et on est encore très loin du compte aujourd'hui. On a un auditeur sur Twitter, Mick Delafaux, qui dit « Ni le théâtre, ni l'éducation civique, ni le SMU, ni une question de vêtements ne constituent un retour aux fondamentaux. Lire, écrire, compter les dates historiques, les phénomènes naturels, etc. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que dit Mick Delafaux sur Twitter, Jean-Paul Briguelli? Et ce que dit Madi Saïdi aussi. Ce que dit nos vraies voix aussi, bien sûr. Alors, très franchement, moi, on vit une époque formidable, comme disait Reiser. On a 3 ministres de l'éducation. On a 2 grands communicants, le président de la République et son Premier ministre, et une sous-communicante qui est l'actuelle ministre de l'Éducation, qui ne communique que pour mentir, mais enfin ça c'est un détail. Oui, c'est évident que c'est de l'écume tout ça. Alors on va reprendre, la Marseillaise est obligatoire depuis la loi de juillet 2013, l'apprentissage de la Marseillaise. L'horaire d'instruction civique a été doublé par Pape Ndiaye en juin dernier. Donc les programmes sont en train d'être réécrits. L'uniforme, jamais personne, sauf dans quelques écoles privées où on avait des petites jupettes plissées, des soquettes et des vernis aux pieds, jamais l'uniforme n'a été utilisé en France. Jamais. Voilà. On avait des blouses parce qu'on utilisait de l'encre, si vous vous rappelez, les plus anciens parmi vous. Bon. Donc, c'est de la poudre aux yeux, c'est la mousse de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est réformer complètement les programmes, réformer la formation des maîtres. Ça, c'est un boulot essentiel, très urgent et extrêmement compliqué, sur lequel il y a des pistes, d'ailleurs. Il faut effectivement démanteler le collège unique de façon à donner une chance aux plus fragiles comme aux plus doués. Là, on a effectivement des vrais boulots, mais ça c'est un boulot de fond. Ce que l'on nous a présenté hier, et d'ailleurs tous ces jours-ci, c'est effectivement un boulot de publicitaire, en quelque sorte, mais ça ne correspond pas du tout aux nécessités, et les nécessités sont très lourdes, très très lourdes, si on ne leur apprend pas effectivement à lire, à écrire, à compter selon des méthodes un petit peu rigoureuses, on va avoir un déchaînement de violence parce que le crâne creux essaiera de se remplir avec n'importe quoi.
Jean-Paul Bringuely, trouvez-vous que l'ouverture des chantiers effectués par Gabriel Attal était pertinente, qu'il correspondait au dysfonctionnement essentiel de l'éducation nationale? Et deuxième élément dans la même question, si vous parlez de la formation des maîtres, quel est à votre avis le vice fondamental de ces maîtres d'aujourd'hui? Alors, sur les propositions de Gabriel Attal, je suis obligé d'être d'accord parce qu'il les a piquées dans mon dernier bouquin. Les 15 dernières pages, c'était le programme que Gabriel Attal a annoncé. Simplement, j'ai essayé de l'organiser par rapport à un objectif général qui manque complètement. L'objectif général que l'on doit avoir, c'est l'élèvement du niveau global de la population, la défense de la laïcité par ailleurs. Plus on apprendra des savoirs sérieux et moins les élèves seront tentés de mettre du grand n'importe quoi dans leur cervelle vide. Ça va de soi. Alors, au niveau de la formation des maîtres, par exemple, ce qui ne va pas, c'est le fait qu'on ne leur enseigne plus vraiment des savoirs, on leur enseigne juste de la didactique, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Vous savez, on apprend à apprendre l'histoire, on apprend à apprendre les lettres, mais on n'apprend pas les lettres, ni l'histoire. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut dissocier complètement la formation des maîtres de ce qui se fait en université. Il y a des pistes qui sont explorées actuellement. Vous avez au lycée Henri IV une formation de professeurs des écoles sur le modèle des classes préparatoires. Ça, c'est une formation. Ce serait extrêmement intelligent de le multiplier, de le dissocier, d'arracher la formation des maîtres aux pédagogues qui tiennent les INSPE, ex-UFM, etc., de remettre véritablement du sérieux dans la formation. On en a pour au minimum 5 ans. 5 ans. Je rappelle qu'il reste au président de la République 3 ans. Ce sont des chantiers qu'il faut lancer là tout de suite et qu'il faudra imposer quel que soit le gouvernement en 2027. On part au 0826 300 300 direction Auxerre. Bonsoir Gérald. Bonsoir Sud Radio, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Eh ben nous aussi, bienvenue, on est ravis. Bonsoir Cécile. Comment ça va Gérald ? Ça va bien, vous êtes magnifique. Ouais, oui, c'est. Bon, allez, je vais arrêter parce que. Vous connaissez pas le matin, c'est pour ça. Maintenant que j'ai fait intervenir Vinci Bouygues et les travaux publics, physiquement, ça va mieux. C'est encore une vanne béton. On vous écoute, Gérald. Bon, alors écoutez, hier soir, moi, j'ai pas regardé, très honnêtement. J'ai écouté après un petit peu toutes les interventions quand même. Je pense que c'est un professeur de musique, monsieur Macron. Il nous a fait un cours de pipeau pendant près de 2 heures. Enfin, je veux dire. Il faut arrêter un petit peu les effets d'annonce comme ça. Déjà, il faut commencer déjà par le respect des professeurs. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pratiquement plus. Les profs ne sont pas respectés. Donner des cours de théâtre, moi, ça me fait doucement rigoler. Mais enfin, c'est pas le théâtre qui va nous amener à avoir un niveau scolaire qui va s'élever. Moi, quand je suis un vieux, moi, j'ai 60 balais passés. J'apprenais des récitations, j'apprenais des poèmes, on faisait des rédactions, on faisait du calcul mental, on faisait plein de choses. Moi, les cours de théâtre, j'en ai jamais eu, et ça m'a pas empêché, je dirais, d'avoir des diplômes. Maintenant, monsieur Macron, il est là pour suivre une ligne que on lui impose. Faut jamais oublier ça, parce que sa ligne de conduite, c'est pas lui qui l'a fait. On lui dit maintenant, vous faites comme ça, parce que rien que le Parcoursup, c'est une catastrophe. Le Parcoursup, ça veut dire qu'on va empêcher des élèves, je dirais, qui pourraient être très bons. Ils pourront même pas avoir un niveau scolaire parce qu'ils pourront pas aller dans tous les lieux en France. Parce que c'est une loi qui est sortie. Voilà, moi ça me gêne beaucoup. Et quand j'entends effectivement ce qu'il a dit par bribes, parce que je vous dis, je suis honnête, j'ai pas écouté, mais le nombre de personnes maintenant qui ne veulent plus entendre parler d'effet d'annonce, parce que ça c'est de l'effet d'annonce. On parlait tout à l'heure, je disais de l'électricité, il aurait mieux fait de dire, voilà, l'électricité, voilà, là je change de sujet. Mais quand on prend 10% d'un côté, on va reprendre 10% de l'autre. Quand il parle de profs, je reviens sur les profs. Les professeurs, il y en a plus assez. Donc déjà, il faut commencer par ça et de respecter justement l'éducation. Ce sont les parents. L'instruction, ce sont les profs. Or,
À mon avis, il y a un grand fossé entre les deux. Gérald, alors il y a d'anciens profs, Olivier d'Artigol, qui veut réagir. Ce qui manque il y a beaucoup d'annonces hier soir. Comme cela a été dit, nous sommes à l'an 2 du second quinquennat et il reste 3 ans et demi, donc disons 3 ans. J'aurais aimé que le président Macron dise sur l'ensemble des chantiers qu'il en pointe un, disons la formation des enseignants. Et qu'ils disent, on va régler cette situation. Les choses sont insatisfaisantes, on prend cette question à bras-le-corps et on la règle. J'ai pensé, après la crise sanitaire, qu'on allait régler définitivement la question de l'hôpital public. Mais on a continué à fermer les soignants ont pris le pouvoir à l'hôpital lors de la crise sanitaire et ça n'était plus les tableurs Excel et les gestionnaires. Et ils ont fait la démonstration, ils ont tenu à bout de bras l'hôpital public dans un moment très difficile et douloureux. J'attendais du président Macron qu'il dise, bon, ça, je le pointe, voilà les moyens qu'on va mobiliser et on va atteindre notre objectif. Par exemple, sur la formation des enseignants. Jean-Paul Brigelli, une question peut-être totalement stupide. D'abord, il faudra certainement du courage pour réformer tout ça, du courage politique à celui en tout cas qui va s'y atteler. Et deuxième chose, est-ce que le corps enseignant peut avoir conscience d'avoir besoin d'être reformés aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont ce rapport à la formation de dire, bah oui, effectivement, on accepte d'être reformés pour accéder en tout cas à un peu plus d'excellence? Avec la baisse du niveau de recrutement. Oui, oui, absolument. Alors, ce qui est sûr, c'est que les néo-profs, comme on dit, ont bien conscience d'être lâchés parmi les fauves sans rien savoir. Hein. Moi, j'ai été au jury du CAPES pendant plusieurs années, etc. Et j'ai vu descendre le niveau constamment. Hein. On remontait les notes de façon à repêcher les gens. Et actuellement, il y a des milliers de postes qui sont affectés au concours et qui ne sont affectés à personne, tellement le niveau est bas. Voilà, ça c'est une première constatation. Ensuite, les profs en exercice, ils font leur métier aussi bien que possible, dans les circonstances qui leur sont accordées. Et ces circonstances, je rappelle que l'actualité, c'est constamment des profs qui sont agressés, qui sont insultés, etc. C'est extraordinairement difficile de gérer une classe actuellement, hein, parce que pensez au mot discipline. La discipline, c'est à la fois l'ordre tel qu'on l'instaure, et ce sont les savoirs que l'on apprend. Eh bien, les deux ont été parallèlement dégradés ces dernières années. Alors, pour reformer les profs, il faut les reformer à la base, et il faut peut-être s'appuyer, comme ça se faisait autrefois d'ailleurs, sur les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà 20-30 ans de bouteille derrière eux, et qui sont capables, dans un système de compagnonnage, vous voyez, de prendre en charge les nouveaux venus. Voilà. Ah oui, c'est le retour des seniors. C'est bien, ça serait bien. Ce serait formidable. Certainement pas des pédagogues fous qui vont leur apprendre comment mettre les tables en carré et de façon à ce que les élèves construisent eux-mêmes leur propre savoir. Merci beaucoup en tout cas Jean-Paul Brigelli de nous avoir éclairé, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire et auteur de ce livre que je vous incite à lire. Il s'appelle La fabrique du crétin. Il y avait un tome 1. C'est pas un livre sur les vraies voix. Hein. Non, chez nous la fabrique est déjà faite. Vers l'apocalypse scolaire. C'est le tome 2 en tout cas. Lisez le tome 1 et le tome 2 et aux éditions de l'Archipel. Si effectivement le Premier ministre l'a lu, vous pouvez le lire aussi. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h et merci de votre fidélité. Je vais parler un peu façon notre ami Belgique une fois qu'on les empresse dit. Mais vous savez qu'il y a une radio qui s'appelle Sud Radio en Belgique? Arrête. J'ai déjà entendu. Good for Doom. Voilà, je ne vous dirai pas ce que ça veut dire en français. En tout cas, on vous souhaite J'ai deviné. On vous souhaite la bienvenue. Merci de nous accueillir où vous êtes tous les jours. 0826 300 300. En attendant, on en est où? On est avec Gérald qui est avec nous. Bonjour Gérald. Rebonsoir. Moi tout de suite le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mon cher Gérald, alors vous allez devoir jouer contre nos vraies voix au quiz de l'actu. Vous répondez en premier aux questions et si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est nos vraies voix qui répondent à votre place. Alors Écoutez Gérald, bien. comme vous êtes originaire d'Auxerre, on va dire qu'il ne faut pas gâcher. Hein. Vous voyez à qui je fais allusion. Ça, c'était Guy Roux qui disait ça. Ne gâchez pas, dit. Allez, question qui c'est qui l'a dit 3 points, cher Gérald. Je ne suis pas opposé à l'euthanasie. Ouf. Je ne suis pas opposé. Je sais pas, Macron. Non. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Il a été plus rapide. Philippe Bilger a été plus rapide. Comment il range son frein Non, mais là, les points sont pour Philippe Bilger qui ne se plaindra pas de moi. Qui c'est qui l'a dit? C'est le beau parleur du déclin de notre pays. Question à 2 points, Gérald. C'est le beau parleur, c'est encore Macron? Non. C'est Macron. C'est un président, mais c'est pas Macron. C'est François Hollande? Non. Trump? Non, un il n'y a pas président, que des présidents pas de pays, d'État. Non. Hollande? Non, pas un président de la République. Ciotti. Non. Président de parti. Marleix. Jeune. Jeune Bardella. Bonne réponse de Philippe Bilger. Le il a été plus rapide que vous. Le trou est fait, hein. 3 points. Oui, Donc, non, 2. Ça fait ça. On peut pas changer. On peut mettre un si vous voulez. On peut tout faire, monsieur le procureur. On peut tout faire, mais... Et je vous rappelle qu'il y a 2 jours, Philippe Bilger ne voulait pas de ses points. Maintenant qu'il gagne, il veut bien des points. Oui, maintenant il est preneur. Je suis pour les points. Question, cher Gérald, à 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Je n'ai pas trahi mes convictions. Je fais de la politique pour agir. Bonne réponse. Gérald a été plus rapide. 1 point. Gérald. 1 point pour Gérald. Qui c'est qui l'a dit? Justement sur Rachida Dati, elle est au ministère pour Paris, pas pour la culture. Ce n'est pas une surprise. La maire de Paris. Non, c'est un homme. Non, c'est un homme. Et qui est du même côté de l'échiquier politique que la maire de Paris, mais pas dans le même parti. Bayou? Non. Bournazel. Non, il est président d'une commission de finances. Ah bah là. Comment il s'appelle? Pas Girard. Non. Qu'est-ce qu'a dit Coquerel? Copé? Non, Coquerel. Qui c'est qui a dit Coquerel? Il a dit Coquerel. Non, il a dit Coquerel. Mais vous savez que personne ne comprend ce que vous dites. 2 points pour Olivier d'Artigol. J'ai dit Coquerel. Qui c'est qui l'a dit? C'est à vous la Cécile. Ah oui, sur Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, je trouve ça plutôt heureux qu'on ait une femme qui revendique sa liberté. Gérald. Et c'est une femme. Oui. Elle vient d'arriver. Oui. À son poste. À ce poste. Oui. Elle vient d'arriver, je sais pas, je me rappelle pas. Au porte-parole là. Thévenot. Bonne réponse. Est-ce qu'il y a Thévenot? Philippe Bilger a été plus rapide. Non. Mais Olivier, c'est indiscutable. Largement devant. Mais... Ah oui, largement. Là, je mérite un carton rouge. Hein. Ouais, non, mais le plus rapide a été Philippe Bilger. La régie. Olivier d'Artigol. Ne cherche pas des complicités ailleurs. Philippe Bilger a répondu au moins 35 minutes avant vous. Qui c'est qui l'a dit? Une question à 1 point. Emmanuel Macron a une vision assez réactionnaire de l'école. Gérald. Oh là. Il a une vision réactionnaire de l'école. C'est un député. Ça pourrait être... Ah oui, c'est pas un député. Allez, les vraies voix. C'est le gars de LFI, le prof. Le prof. Non, il n'est pas prof. J'essaye de tricher, mais ça fonctionne pas. Il lui souffle de manière éhontée. Non. Il a le même prénom qu'un ancien Premier ministre. Ouais. Oui, de la France Insoumise. Un ancien Non, il n'est pas la France Insoumise, Édouard Philippe. Même prénom que Valls. Manuel. On a été plus rapide. Manuel Bompard. J'ai dit Manuel. Non, mais moi aussi, je l'ai dit. Mais un quart de seconde plus tard. Un demi-point chacun. Excusez-moi, vous êtes archi nul aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Non, c'est pas le niveau baisse. C'est comme l'école. Allez, Gérald, c'est pour vous celle-ci. Bougez pas. Qui c'est qui l'a dit? 1 point. C'est un libre choix des parents d'inscrire leurs enfants dans le privé ou dans le public. Il ne faut pas rouvrir la guerre publique-privée. Et c'était ce matin sur Sud Radio, Gérald. Voilà. Ce matin sur Sud Radio. Oui. C'est une femme récemment. Il a été plus rapide. Oui, mais il n'avait pas répondu. Ah, mais si, il a donné sa langue au chat.
Si, j'ai entendu. Vous avez gagné. Vous avez gagné. J'ai gagné. Bon, ça va. Gérald, qu'est-ce qu'il y a, Gérald? J'entends plus ce que vous dites. Bah non, j'arrête pas de leur dire. Voilà, je vous remercie de faire le gendarme. Parce que moi, je le fais toute la journée, le gendarme. À un moment donné. La gendarmette. Alors, le trou. Vous avez gagné, oui. 8 points pour Philippe Bilger, pour Olivier d'Artigol, 1 point pour Gérald. Franchement, depuis hier, ça va. Bon, Gérald, bravo quand même, vous avez été formidable. Je suis pas bon. Mais Gérald, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez revenir. Oui. Voilà. Et on vous donnera les réponses. Les questions à l'avance. Et je reviens avec grand plaisir à chaque fois sur votre radio, puisque à chaque fois je le dis, vous êtes vraiment une radio exceptionnelle, et là je passe pas de pommade, c'est pas mon style. Et merci à vous de donner la parole aux auditeurs, puisqu'on en a vraiment besoin. Moi je vous propose, Gérald, de faire un truc. Vous appelez les autres radios et vous leur dites que c'est nous les meilleurs. Non, jamais. Non, moi je reste fidèle à votre radio. Non, mais vous les appelez Merci seulement. Oui, bonjour, les mieux, c'est les vraies voix, c'est Sud Radio. Allez, bisous, on vous embrasse, passez une très belle année. Vous revenez comme vous voulez. Vous êtes bien entendu les bienvenus, comme Gérald. Vous voulez bien entendu être une vraie voix. Vous avez la possibilité. Zach vous attend au 0826 300 300. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Rachida Dati et le président ont menti. Voilà, avec vous, Olivier d'Artigol. Le retour inquiétant de l'extrême droite en Allemagne. Et Madi Saïdi. Et moi, je repars de la conférence du président en mode ORTF. Eh ben, on en parle dans un instant. À tout de suite. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Madi Saïdi, Olivier d'Artigol, vous au 0826 300 300. Et bien entendu, si vous voulez vous inscrire, vous-même laisser des messages, c'est ce même numéro de téléphone, si vous voulez devenir notre vraie voix du jour. Vous avez la parole, c'est le micro tendu de Félix Mathieu à celles et ceux qui ont besoin d'une oreille attentive. Félix Mathieu, colère ou bonne nouvelle ce soir? On est plutôt sur de la colère ce soir, Cécile, celle des agriculteurs. Pour eux, la bonne nouvelle, ce serait de se faire entendre. D'ailleurs, on leur souhaite, mais bon, ils estiment que pour le moment, le compte n'y est pas vraiment. Après leur mobilisation, vous savez, hier à Toulouse et dans la région en Occitanie, ils entendent donc remettre ça. Demain, il pourrait même y avoir des blocages d'autoroutes en Occitanie demain matin. Bonsoir, Baptiste Imbert. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs en Occitanie. Est-ce que vous avez été déçu par la conférence de presse du président Macron hier soir? Il n'a pas beaucoup parlé agriculture, malgré votre mouvement. Alors oui, on a été déçus. Je pense, un confrère à moi l'a dit ce matin sur vos antennes, on est les grands oubliés de cette conférence de presse. Monsieur Macron a passé du temps sur beaucoup de sujets, et l'agriculture, c'est vrai, a été la grande oubliée, je trouve, de cette intervention. Vous auriez attendu quoi comme annonce là, s'il y avait par exemple une ou deux mesures concrètes, urgentes à prendre pour répondre à toutes vos problématiques? Lesquelles ce seraient? Alors la mesure urgente, dans les deux mesures urgentes, ça serait vraiment de faire appliquer la loi Egalim. L'application de la loi n'est pas encore totale et parfaite, donc vraiment, il va falloir mettre les bouchées doubles pour l'appliquer et pour que les producteurs aient un revenu décent. Et la seconde, d'aider nos éleveurs face à la crise sanitaire à laquelle ils font face contre la MHE ainsi que la grippe aviaire. Oui, Philippe Bilger. Est-ce que vous faites partie, monsieur Imbert, des agriculteurs qui sont presque en dépression, ou est-ce que vous avez encore de l'espoir? Je suis de nature, on va dire, positif. Donc j'ai encore un peu d'espoir, mais c'est vrai que la morosité gagne nos campagnes et se propage à vitesse grand V. Est-ce que c'est en tout cas une manifestation qui va durer, et tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous attendez? Alors de mon côté, j'espère que ça va pas durer. Ça voudrait dire que les agriculteurs sont entendus et enfin considérés par autant le ministre que le président de la République. Pour le moment, les manifestations ont prévu de durer tant que nous n'aurons pas de réponse claire et nette et de vision à long terme de la part de l'État. Olivier. Vous avez raison, on a bien sûr tous en tête le développement d'un mouvement spectaculaire en Allemagne. Est-ce qu'un tel scénario est possible dans notre pays? Je sais pas si un tel scénario est possible. Chaque région a vraiment ses problématiques différentes en France. Mais aujourd'hui, en Occitanie,
je vais parler de la région Occitanie, je pense qu'on peut s'en approcher. Si encore une fois, le gouvernement ne fait pas un pas vers nous. Merci beaucoup Baptiste Imbert, secrétaire général des jeunes agriculteurs en Occitanie. Merci d'avoir passé une tête dans ces vraies voix sur Sud Radio et on vous souhaite une bonne soirée. Et on refera un point, bien entendu. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule sur un propos d'Emmanuel Macron au sujet des émeutes du début de l'été, des émeutes qui auraient été causées, je cite, par des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les amènent à la mer et à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture et au sport, qui s'ennuyaient. Bref, la quintessence de la culture de l'excuse sortant de la bouche du président de la République. Les jeunes s'ennuient parce qu'ils n'ont plus d'école, eh bien ils pillent, saccagent, brûlent, et on peut finalement le comprendre. Alors, pourtant, les jeunes des zones rurales qui n'ont pas non plus école à la même période de l'année et qui n'ont pas d'activité dans leur village, ont-ils cassé, ont-ils brûlé, ont-ils saccagé, ont-ils pillé quoi que ce soit? Non, bien sûr. Alors je trouve que ces propos du président de la République sont une honte. Je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas scandale et qu'ils sont en plus démentis par les faits. La preuve, une des villes les plus touchées par les émeutes est Marseille. Marseille où personne n'a accès à la mer, c'est bien connu. Philippe Bilger. Vous forcez toujours le trait avec beaucoup de talent, mais vous avez raison. Le président de la République, sur cette affaire concernant Naël, n'a pas dit que des bêtises. Je veux dire, les explications qu'il donne peuvent être acceptées, mais il y en a d'autres qui sont infiniment plus graves qu'il n'a pas formulées. Je suis complètement d'accord avec Philippe David. C'est tout simplement scandaleux. D'abord, je crois que le président n'est pas allé en banlieue depuis très longtemps, parce qu'en banlieue, les gamins partent en vacances. Il y a plein de séjours qui s'organisent, il y a les séjours avec les bons de la CAF, il y a plein de choses qui se font. Et honnêtement, dire que les pauvres gamins, c'est parce qu'ils vont pas en vacances qu'ils brûlent tout, c'est tout simplement scandaleux. Olivier d'Artigol. Et sans oublier toute cette partie de la jeunesse qui, n'ayant pas eu cours depuis avril, ce qui est un problème quand même, ce qui est un vrai problème sur la réforme du bac et du brevet, ne s'est pas livré à des exactions et à des choses inacceptables. Reste qu'il y a un sujet, c'est sur le profil de ces très très jeunes émeutiers. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger. Le président et Rachida Dati ont menti. Ah, bon. C'est rare qu'on politique qui mente. Putain, monsieur cautionné de Pinocchio, là. Allez. La conférence de presse d'hier du président de la République. Et avec Olivier d'Artigol. Le projet secret de l'extrême droite en Allemagne qui fait scandale aujourd'hui. Avec son joli cahier. On aime bien le cahier d'Olivier d'Artigol. Écrit en rouge, il y a un petit côté soviétique. C'est très scolaire. Allez, à tout de suite, bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. J'en profite pour vous dire, puisque vous êtes très nombreux à nous écouter, et on vous en remercie, puisque nous avons la meilleure progression parmi les 20 premières radios, c'est-à-dire 10e vague consécutive de succès, avec une augmentation depuis décembre de 62%. Bam, dans les dents, boum. C'est bien, hein? C'est bien, non? Formidable. Vous êtes pas fiers de travailler pour cette radio? Si, tous les jours. Ah oui, bien sûr. Nous, on est très fiers de travailler. Il est vrai qu'elle est très bonne. Hein. La radio est très bonne, les équipes sont formidables. La journée est structurée d'une manière très intéressante. Ouais, surtout de 17h à 19h. Ça ne dit rien, mais après en particulier. Et l'ambiance est extraordinaire. C'est vrai. C'est une radio où bizarrement les gens parviennent à s'aimer tous. C'est vrai. Mais particulièrement. Il y a juste au moment 18h50. 17h50, le qui c'est qui l'a dit. Là, c'est compliqué, là. Oui, on a envie de s'arracher. Il y a une intégrité qui s'oppose à des déloyaux. Il y a des l'intégrité, c'est pas vous. Oui, c'est terrible. Là, c'est le moment. C'est le moment où on se rend compte finalement, c'est ce que je disais hier, de la véritable identité de ce qui se passe dans le corps et dans la tête des gens. Et on a fait une photographie, c'est pas joli. On sème le chaos pendant 10 minutes. Allez, le tour de table de l'actu des vrais. Et il y en a qui se lèvent. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler d'une chose que les politiques ne font jamais, mentir, et ça concerne Rachida Dati et le président de la République. Ça n'arrive jamais. Vous aurez remarqué qu'hier, le président de la République a défendu beaucoup plus vigoureusement et, je dirais, avec beaucoup plus d'envie, Rachida Dati que Oudéa Castéra. Mais quand il vient dire
la formule, je ne l'ai plus exactement en tête, qu'il n'y a pas eu de deal sur la mairie de Paris avec Rachida Dati et qu'on sait que c'est complètement faux. Ça a été encore confirmé hier soir et puis plus personne n'en doute. Et puis ce d'ailleurs, absolument. Alors je me demande, bien sûr, je ne suis pas naïf au point de considérer que les politiques ne mentent jamais, même au plus haut niveau, mais est-ce qu'on est obligé de mentir? Est-ce qu'évidemment, là je comprends que tactiquement, ils ne pouvaient pas dire, il y a un deal, ça aurait complètement délégitimé la nomination de Rachida Dati en dehors d'une compétence qui n'est pas spécifique pour la culture, elle aurait pu être ailleurs. Donc, c'est une chose que je regrette. Même ça ne donne pas une belle image. Madi Saïdi. Vous m'envoyez déçu parce que moi je pensais que les politiques ne mentaient jamais. Voilà. Je fais partie de ces grandes naïves qui pensent qu'on arrive avec des convictions, une vraie volonté de faire des choses. Donc je suis très déçu d'apprendre que le président et Rachida Dati auraient menti. Ça vous a surpris, Olivier? C'est bien sûr un coup politique, la numéro 3 de LR, une personnalité quand même flamboyante. On va voir comment les choses se passent pour elle. Mais bien évidemment que la question de Paris a été évoquée. Et d'autant plus que nous en avons la confirmation avec ce projet de loi sur le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, qui, comme par hasard, arrive dans la foulée. C'était déjà prévu avant. Hein. Oui, mais enfin, c'était prévu, c'était dans les tuyaux, mais ça revient. Et d'ailleurs, Rachida Dati a donné la vérité des prix. Quand elle fait sa visio avec les élus de son groupe à Paris et les sénateurs, il n'y a plus de députés, les sénateurs LR de Paris, elle dit de fait que son agenda et son objectif est Paris. Et que cette nomination n'est pas pour l'entraver dans cet objectif-là. Et est-ce que ça vous gêne, vous? Est-ce que ça vous gêne, oui. Philippe Bilger? Alors déjà, la première question, est-ce que vous l'auriez exclu, vous, Philippe Bilger, de DLR? Si vous aviez été Ciotti. Alors, d'aucuns, j'ai rencontré un certain nombre de républicains qui ont dit que Éric Ciotti a agi trop vite, qu'il aurait dû la garder. Moi, cheval de Troie, peut-être. Oui, mais je crois qu'il a bien fait, tout de même, Cécile, parce que il s'agissait de garder une sorte de fiabilité, de légitimité aux républicains. Déjà, on a tendance à les traités comme s'ils étaient totalement morts en permanence. Et là, je crois que un acte d'autorité immédiat a été bienvenu. J'aime bien la formule de Philippe Bilger, d'aucuns, parce qu'il a presque dans l'élan failli nous donner les noms. Mais nous avons un psychologue parfois qui n'est pas loin. Ça a été juste. Mais en tout cas, c'est un coup assez rude pour les Républicains. Parce que, en plus, le jeune nouveau ministre s'était engagé auprès d'eux à ce qu'il n'y ait aucun débauchage. Et il dit donc, c'est une initiative présidentielle, ce qui est terrible. Il l'a dit, mais heureusement, Bellamy est enfin officiellement tête de liste. Et puis il en va aussi de la crédibilité des Républicains. Pendant longtemps, des Français commençaient à se dire qu'il y a une connivence, à quoi ils servent, à quoi ils servent pas. Ils sont en roue libre, ils font pas leur rôle d'opposition, donc c'était un petit peu normal et légitime que Ciotti la renvoie, la vire des LR. Il y a une question de cohérence qui se posait quand même. À un moment donné, Cécile, j'ai cru que vous alliez nous demander s'il nous était arrivé de mentir. Jamais. Non, jamais. Je vais en parler en deuxième partie d'émission, vous inquiétez pas. Je vais vous demander si... non, jamais. Des secrets. Non, mais mentir, non. Oui, mentir, non. Jamais. Madi, puisque vous êtes là, vous allez revenir sur cette conférence du président de la République. Oui, absolument. Alors, ça sera un coup de gueule pour moi. Je voulais reparler de la conférence de presse du président de la République, évidemment, qui a été mise en scène comme une conférence de presse, comme on le ferait sous l'ORTF. Elle a été diffusée sur 2 grandes chaînes, TF1, France 2, mais il y a eu aussi CNews, LCI, et je crois TV5 Monde. Il y avait des attentes. Alors moi, je me suis vraiment embêté à l'écouter pendant 2 heures, et Dieu sait que ça a été dur. Pas que j'attendais de grandes annonces, mais je pensais quand même que le président avait compris que les Français étaient dans l'attente, et finalement, il n'y a eu que 7 millions, je crois, 8 millions de téléspectateurs, ce qui ne fait pas beaucoup. Mais pour moi, c'est une vraie déception, parce que soit on a parlé de choses qui étaient soit déjà dans les tuyaux et qui étaient déjà en train de se faire, mais on n'a pas du tout répondu aux attentes des Français. J'avais eu une petite lueur d'espoir en me disant que peut-être
qu'il aurait compris avec la loi sur l'immigration, avec ce nouveau gouvernement. Finalement, je suis partie aussi déçue que je l'étais en arrivant. Ouais, j'aime bien l'image de l'ORTF parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'invite à 20h15, le pic d'audimat sur ces soirées est à 21h, et tout confondu, si on prend tous les médias sur lesquels il apparaissait, ça faisait normalement en moyenne 21 millions. Il pouvait prétendre s'adresser à 21 millions. Donc là, il y a une chute sévère pour arriver à 8. Et je crois que vraiment dans le pays, il y a beaucoup de personnes, ce qui est d'ailleurs un élément de crise politique, qui n'attendent plus rien du verbe présidentiel. C'est ça, et je me demande au fond, est-ce que c'est Emmanuel Macron en tant que tel qui ne suscite plus une curiosité profonde, ou est-ce que c'est le verbe politique en lui-même? Ça... Ça, c'est une grande question. Ce sera peut-être l'occasion d'un débat, d'ailleurs. On en parlera peut-être. Il faudra y réfléchir, Philippe David. Vous restez avec nous. Réfléchir au moment où j'ai dit ce mot, j'ai dit non, ça vous va pas du tout. C'est pas votre taille. Oh, ça va. Et moi qui pensais qu'il allait répondre, mais je le fais tout le temps. C'est mon ADN, la réflexion. Allez, Olivier d'Artigol, dans un instant, c'est votre tour de table de l'actu. On va revenir sur quoi? Ce qui se passe en Allemagne concernant l'extrême droite et une réunion qui s'est tenue en novembre dernier, dont on vient d'apprendre l'ordre du jour. Allez, on en parle dans un instant. Merci de votre fidélité. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. On fait une petite pause. Les vraies voix Sud Radio. Et en attendant, on va vous lancer la possibilité de donner, en tout cas la possibilité de jouer avec Sud Radio pour gagner un bon pour un séjour d'une valeur de combien, Philippe? 1 200 €. Mais c'est ouf, ça. Oui, 1 200 € pour vos prochaines vacances dans l'un des 45 clubs Bellambra, en famille ou entre amis, alors à la mer, à la montagne, à la campagne. Appelez-nous au 0826 300 300. Cécile, combienième appel? Alors, moi je veux dire, parce que vous êtes capable de réfléchir à ce niveau. C'est pas tous les jours, et ça tombe pas aujourd'hui, c'est fou. Le 10e appel au standard. 10e appel. Et alors, vous restez avec nous, 10e appel au standard, 0826 300 300 pour un très 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 joli voyage avec les clubs Bellambra, 1 200 €. On vous invite. Ah bah ça sonne déjà, c'est dingue. Ma mère est au bout du fil. 0826 300 300 tout de suite. Un plaisir de vous accueillir régulièrement autour de cette table, plutôt bien garnie tous les jours avec Philippe Bilger, avec Madi Saïdi aujourd'hui et Olivier d'Artigol. Et dans d'Artigol, il y a rigole, même si... Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sa caractéristique principale. On aimerait bien. Non, ça va. Ça va, Olivier d'Artigol? Très bien. Oui. On fait une très belle émission. Oui, on fait une très belle émission. Et en majorité, grâce à vous, on vous remercie. 0826 300 300, le tour de table de l'actu avec un sujet très sérieux, forcément, Olivier d'Artigol. Et on part en Allemagne avec vous. J'ai lu ce matin dans le journal La Croix un papier... qui a attiré mon attention, puisqu'il est révélé un projet secret de l'extrême droite en Allemagne qui fait scandale aujourd'hui, qui consiste à expulser jusqu'à 2 millions de personnes d'Allemagne vers un pays d'Afrique du Nord. De quoi s'agit-il ? Ce projet a été sérieusement étudié le 25 novembre dernier par une vingtaine de personnes réunies secrètement dans un hôtel à Potsdam. On trouvait dans cette salle des membres du parti d'extrême droite, l'AfD, de membres du parti chrétien-démocrate, de la CDU, et de mouvements identitaires pour aller vite. Ils ont planché sur un projet de remigration, terme qui est parfois abordé dans notre pays dans le débat politique. C'est un magazine d'investigation qui il y a une semaine a révélé cette affaire et ça provoque un véritable tsunami politique outre-Rhin. Ce projet, il s'agit de déplacer de force, s'il le faut, jusqu'à 2 millions de demandeurs d'asile, d'étrangers avec des titres de séjour ou d'Allemands d'origine étrangère. La réponse de l'AfD, du parti d'extrême droite, consiste à dire qu'il s'agit de préparer le terrain pour ce projet sur les réseaux sociaux, de mettre la pression sur les personnes qui sont visées, avec des actions visant des restaurants étrangers qui doivent être mis sous pression et pour aller vers des expulsions massives.
il y a eu des dizaines de milliers de citoyens allemands qui se sont réunis dans la rue ce week-end, dont le chancelier Scholz, pour dire que tout ça est inacceptable, que ça attaque bien évidemment la Constitution et l'état de droit libéral, avec ce projet de déportation massive. La direction de l'AfD a dit que les participants à cette réunion l'étaient à titre privé. La coprésidente de ce parti d'extrême droite s'est séparée de son bras droit qui avait pris l'initiative de cette réunion. Le scandale a le mérite de rappeler la nature de ce parti. Je termine avec des questions de démographie qui étaient aussi traitées dans cet article. La proportion de population en âge de travailler a très fortement diminué en Allemagne et l'Agence pour l'emploi en Allemagne estime qu'il faudrait 400 000 arrivées par an pour compenser cette perte. J'aime pas quand un être humain, un étranger en l'occurrence, est réduit à sa force de travail, mais il y a un vrai sujet concernant l'Allemagne sur ces questions-là. On me dit parfois dans les débats que l'extrême droite a changé. Oui. Dans notre pays, le Rassemblement national, il faut le constater, n'est plus le Front national à l'époque de sa fondation par Jean-Marie Le Pen. Toutefois, je pense qu'il faut rester vigilant concernant la réalité idéologique de ces partis. En France, concernant la rémigration, j'ai souvenir que Éric Zemmour, lors de la dernière campagne présidentielle, avait quelque peu abordé ce sujet-là, que ça avait fait polémique, que ça avait été refermé. Je crois qu'il faut suivre de près ce qui se passe en Allemagne. Philippe Bilger. Ça fait froid dans le dos et évidemment la comparaison que je vais faire n'est pas vraiment pertinente, mais quand Olivier parle de la conférence de la réunion de Potsdam, je pense il y a longtemps à une réunion terrifiante qui a préparé l'Holocauste. Oui, c'est là, on n'en est pas là, bien sûr, et je pense tout de même qu'en Allemagne, et heureusement pour la France, l'extrême droite, comment dirais-je, après un silence obligatoire à la suite des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, lorsqu'elle apparaît au jour, est naturellement d'emblée plus extrême qu'elle ne l'a jamais été chez nous, et ça, c'est dangereux. Mehdi. Oui, c'est terrifiant, et je trouve que ça nous rappelle que malgré tout, malgré des volontés de changer, de se normaliser, les idées restent et que l'être humain est toujours capable de pire. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier d'Artigol, pour ce sujet que vous avez bien fait de mettre en lumière. Vous restez avec nous. Dans un instant, tout juste nommé à la culture, Rachida Dati a déjà annoncé ce matin sa candidature aux élections municipales de Paris en 2026. Avec cette question du jour, Philippe. Oui, cette question du jour, annonce de la candidature de Dati à la mairie de Paris. Le timing est-il bien choisi? Oui, parce qu'on se pose la question, est-ce que plus de 2 ans avant l'élection, ce n'est pas quand même un peu tôt? Et vous dites pour le moment que le timing n'est pas bien choisi à 76%. Et Jean-Christophe Gallien est avec nous, politologue et conseiller en communication. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Bonsoir. Est-ce que, j'avais une très bonne question, est-ce que finalement cette annonce de la candidature de Dati à la mairie de Paris, est-ce que c'est une stratégie ou une faute politique aujourd'hui, à l'heure de là, maintenant? Aujourd'hui, moi je pense qu'elle a fait que confirmer ce qui avait été déjà annoncé. Donc, de toute manière, est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est tactique ou est-ce que c'est certainement pas une faute politique, parce que de toute manière, ça ne résistait pas à l'évidence et donc je n'y vois aucune faute politique de sa part. On en parle dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus. On est ensemble avec Philippe Bilger, Madi Saïdi et Olivier d'Artigol et bien sûr Philippe David jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et des vraies voix qui portent, en tout cas, avec Philippe Bilger, Madi Saïdi, Olivier d'Artigol et vous, au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Oui, je suis élue parisienne. Et vous serez candidate à la mairie de Paris ? Mon objectif, c'est Paris. Un ministre qui se présente comme ça à une élection aussi importante sans même en parler au chef de l'État. Que Rachida Dati soit une femme libre, engagée et d'action. On n'est pas en train de découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Rachida Dati ? C'est un package. C'est-à-dire qu'elle a eu la rue de Valois avec le ministère de la Culture, mais aussi la candidature dégagée pour la mairie de Paris. Paris est une ville qui est très attachée à la justice sociale, à l'écologie, et Rachida Dati ne porte rien de tout ça. Il y a un côté un peu Trump aussi chez elle, c'est-à-dire je dis de manière assez démagogique des choses un peu fortes, je joue un numéro. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Et à peine nommée au gouvernement, donc Rachida Dati annonce sa candidature aux prochaines élections municipales. Son objectif, c'est Paris, a-t-elle lancé dernièrement. Ces dernières années, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy s'est illustrée dans une opposition sans concession à l'actuel maire de la capitale, Anne Hidalgo. Oui, alors parlons vrai, est-ce que cette annonce, un peu plus de 2 ans avant, ce n'est pas un peu tôt ? Est-ce qu'en ayant été exclu des LR, Rachida Dati a une chance dans la course à l'hôtel de ville, sachant que les LR sont encore très forts dans la capitale ? Est-ce que le ministère de la Culture peut être un tremplin pour l'hôtel de ville ? Annonce de la candidature de Dati à la mairie de Paris, le timing est-il bien choisi ? Eh bien vous dites non à 76%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour analyser cette situation, Jean-Christophe Gallien est avec nous, politologue et conseiller en communication. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio avec vous, Philippe Bilger. Ce choix de Rachida Dati d'annoncer tout de suite sa candidature, est-ce que c'est pas un peu tôt ? Alors, l'excellent Jean-Christophe Gallien nous a dit que ça n'était pas une faute politique. Alors, avec beaucoup de modestie, pour répondre très directement à la question de Sud Radio, je suis tout de même étonné par la stratégie qui est mise en œuvre. Parce que j'ai l'impression que le deal ou le marché conclu entre le président et Rachida Dati met à mal cette nomination ministérielle, puisqu'on comprend bien qu'elle n'arrive là que parce qu'elle a l'espoir d'être élue en 2026, et ça met également à mal cette rapidité dans l'annonce de sa candidature pour 2027, tout l'ensemble du bloc ministre, candidature, marché. Donc j'ai l'impression que les deux processus se cumulant se détruisent, et qu'il aurait peut-être été plus sain et plus expédient, même pour elle, d'attendre un peu. Mais avec modestie, hein. Oui, Olivier D'Artico. Oui. On est sûr de rien. C'est une lecture. C'est le mot avec modestie qui vous fait rire. C'est une lecture. Après, Emmanuel Macron réalise un coup politique. Je l'ai dit tout à l'heure, en fissurant davantage encore LR, après une séquence plutôt réussie sur le plan parlementaire par LR, Ciotti, Marlex. C'est quand même un coup très rude pour la Macronie à l'échelle de la capitale. On connaît la détestation réciproque entre Emmanuel Macron et la maire de Paris. De fait, Emmanuel Macron a fait le choix de la candidature Dati pour les prochaines municipales à Paris. Alors que des dirigeants macronistes, y compris d'anciens membres du gouvernement, s'étaient d'ores et déjà positionnés comme étant des candidats potentiels. Et je vous coupe, il y a quelques jours, les responsables macronistes ont dit que ce serait décidé en 2025. Oui. Nous verrons si l'alliance Renaissance LR tient avec une candidature Dati. Il y a aussi un élément qui nourrit la crise politique, parce que elle arrive rue de Valois au ministère de la Culture tout en nous disant que son objectif c'est Paris, et sans que nous ayons le début du commencement de sa feuille de route, de sa vision d'une politique culturelle publique à l'échelle du pays. Nadi Saïdi. On a bien compris que le combat de Rachida Dati, c'était Paris, et franchement, c'est sans surprise. On le sait, elle démissionne pas de la mairie du 7e, parce que d'abord, la loi l'entourise, mais je pense que c'est aussi pour continuer à nourrir cette opposition. Elle est virée de LR, ce qui est logique, mais on n'est pas à l'abri qu'ils la reprennent le moment venu. D'autres, comme Rachida Dati, ont été virés, ont même fait des dissidences, et le moment venu, ils se sont rassemblés parce qu'il fallait gagner. Mais c'est sûr que le fait d'être surtout s'il y a réussite de Rachida Dati. Absolument. Le fait d'être nommé, et tout de suite après annoncer que moi, mon combat, c'est plutôt la mairie de Paris, si je suis là, c'est pour Paris. C'est vrai qu'en termes de sens politique et de
de mission politique, c'est quand même pas top. Quand vous avez entendu nos vraies voix, Jean-Christophe Gallien, vous, c'est quoi finalement votre idée de ça? Est-ce qu'il n'y a pas de timing spécifique pour cette double candidature en tout cas? Il y avait un timing potentiel. Il y avait la possibilité d'attendre, en effet, classiquement 2 ans auparavant pour Paris, mais en fait, elle l'a toujours dit. Et je crois que je veux pas la défendre en réalité, mais il n'y a pas eu « je fais ça pour ça ». C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, voilà, je suis nommé au ministère de la Culture, je serai ministre de la Culture. On comprend bien pourquoi, d'ailleurs, hein, en fait, en réalité, sur le terrain électoral aussi. Et en même temps, j'ai toujours dit que je voulais Paris. Donc, c'est clair qu'avec les LR, je pouvais pas l'avoir. Ça, c'est aussi un constat qui est dit en creux. Et donc, ce qui est important de mon point de vue, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République, ou en tout cas confirmé hier soir. Parce que cette candidature n'est rien, et pratiquement, en tout cas, a moins de chances de réussir si on change pas la loi électorale à Paris, à Lyon et à Marseille. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que on change la loi électorale et que pour le coup, cet attelage qui sera pas un attelage d'association électorale, ça c'est clair, il y aura pas une alliance LR Renaissance à Paris en 2026. À moins qu'il y ait d'ici là beaucoup de choses qui se passent. Et là, pour le coup, même le président de la République a dit, voilà, j'ai appris que beaucoup de choses pouvaient se passer. Donc aujourd'hui, il n'y en aura pas. Mais voilà, la loi électorale changeant, ça fait sens. Vous savez, on fait face à aujourd'hui quelque chose, vous parlez d'un gouvernement, mais en fait, c'est une offensive électorale. Et Olivier d'Artigol a raison. Qu'est-ce qui se passe? On finit presque d'en finir avec les LR, qui sont pas étanches, qui courent après, on s'amuse avec eux. Alors, en plus, sur leur terrain, c'est-à-dire leur terrain, c'est le terrain électoral local, régional. Et en l'occurrence, là, pour le coup, sur le principal combat municipal de 2026, je vous le dis, avec une loi électorale qui va changer et qui sera du coup totalement différente. Ce sera une vraie campagne qui favorise la personnalisation, beaucoup plus à ce moment-là que les alliances politiques. Il n'y aura plus d'arrondissement, ce sera quelque chose de différent. Et ben, ça fait sens. En même temps, Philippe Bilger, il y a peut-être une légitimité. Le ministère de la Culture, capitale de la culture, Paris, on est à peu près dans le... Voilà, c'est pas très éloigné non plus, peut-être. Oui, alors qu'elle veuille être maire de Paris par rapport à la catastrophe qu'est Anne Hidalgo aujourd'hui, et même si c'est le premier adjoint qui se présente en 2027, je n'y vois rien à redire. Ce que je me permettais de discuter, c'était le processus, puisqu'il semble que il y a quelque temps, c'est Brigitte Macron qui avait questionné Rachida Dati en lui demandant « Est-ce que ça t'intéresse ?» Elle avait répondu « Moi, il n'y a que la mairie de Paris qui me plaît. » Donc, tout ça est mis en branle. Au fond, ce que je n'aime pas, c'est les coutures d'une opération politique qui se révèle dans une plénitude un peu perverse, quoi. Il faut croire que j'ai encore un coin de paradis et de naïveté en moi. Ça m'agace, mais c'est comme ça. Vous voulez réagir à cette élection à Paris dont on parle déjà un peu plus de 2 ans à l'avance? Vous pensez qu'elle a eu bien fait, Rachida Dati, d'annoncer sa candidature, ou vous pensez que non, c'est beaucoup trop tôt? On attend vos appels au 0826 300 300. Madi Saïdi. Et n'oublions pas que Rachida Dati, pour elle, c'est une vraie opportunité. D'abord d'être ministre là pendant les 2 ans, parce que ça va jouer dans 2 ans. Ensuite, elle va avoir ce mode de scrutin. Et il faut pas oublier qu'en 2020, Rachida Dati a fait campagne avec des vents contraires, parce que la réalité, c'est que les LR l'ont pas tant aidé que ça. Donc évidemment, là, c'est une femme qui a de l'ambition, elle s'en est jamais cachée, elle se dit opportunité, banco, j'y vais. Il peut se passer des choses, durant les 2 ans. Hein. Oui, absolument. Qui ne sont pas qu'à son avantage. Je me permets de peindre un autre scénario, qui est celui d'un échec du gouvernement Attal, d'un score difficile pour la Macronie le 9 juin prochain, de colère française, de crise, de fractures françaises qui sont là et qui ne sont pas traitées et réglées. D'autant plus que Emmanuel Macron dit qu'il fallait sortir de Paris, sortir la culture d'un monde parisien, tout en chargeant Rachida Dati de le faire. Je ne sais pas si c'est le meilleur profil pour le faire. Elle qui dit que mon objectif, il y a une contradiction là, reste Paris. Tout ça me paraît d'abord un coup politique. La suite, personne ne peut l'écrire sur la manière dont ça va se passer. Jean-Christophe Gallien, est-ce qu'elle peut redynamiser ce gouvernement qui aujourd'hui est un peu fragilisé par les polémiques, par les affaires, avec ses coups d'éclat par exemple?
Oui, je pense, je redis, c'est une offensive électorale, ce gouvernement, et Olivier D'Artigol a raison de dire que le premier rendez-vous, et ce pourquoi il est là, ce pourquoi on a choisi Gabriel Attal, ce pourquoi Rachida Dati réellement est là au départ, c'est 2024, juin 2024, Jordan Bardella, le Rassemblement national, est aujourd'hui 10 points d'avance sur Renaissance. Et ils peuvent pas s'en sortir s'ils demeurent à 10 points d'avance. Pour deux raisons. 30 points pour le Rassemblement national, c'est la réalité d'être en finale en 2027, mais de pouvoir jouer la gagne. En dessous, ça devient plus délicat. Et donc, en réalité, pour Emmanuel Macron et son gouvernement aujourd'hui, c'est la suite du mandat, mais c'est aussi cette perspective, voilà, les Jeux Olympiques, vous voyez ce qui se passe derrière, c'est pas les mêmes. Ça se passera pas de la même manière s'il y a cet échec électoral. Et donc, Rachida Dati, oui, pour répondre à votre question directement, c'est une forme de tueuse politique qui est assez forte sur les plateaux, dans les médias, qui envoie sa phrase, qui n'a pas peur, qui s'est déjà coltiné, évidemment, le Rassemblement national. On l'a vu hier soir. À qui il a parlé, Emmanuel Macron? Il a parlé à qui? Même quand il parlait de la jeunesse, il parlait pas aux jeunes. Il parlait à son électorat âgé, celui qui peut voter pour lui, être mobilisé pour les européennes, celui dont il a besoin, qui l'a toujours sauvé. Et donc, quand on parle d'uniforme, quand on parle de Marseillaise, quand on parle de service national, on parle pas aux jeunes, excusez-moi, on parle à des personnes qui voudraient bien que ça puisse se réaliser, et c'est plutôt ceux qui regardent ça depuis un autre âge. Et donc, on a une offensive électorale qui d'ailleurs perturbe les oppositions à l'instant. On aura dans 10 jours encore Gabriel Attal. Vous voyez, Emmanuel Macron, il a parlé pendant 7 heures depuis la période des vœux à la télévision aux Français. C'est énorme. Ça sature l'espace. Après, pour quel résultat on verra, mais c'est déjà une offensive électorale. Mais oui, Philippe Bilger. Je veux dire, jusqu'en 2026, Jean-Christophe, il y a des aléas qui peuvent rendre le projet Rachida Dati, pour aller au plus simple, très discutable. Je parle de la procédure judiciaire, je parle même, comme vient de le dire Olivier, d'un échec du gouvernement Attal, d'une déconfiture aux européennes. Tout cela pourrait mettre à mal tout de même une stratégie apparemment bien huilée. Non, et c'est pas huilé. C'est simplement que la campagne elle-même, on la sent déjà, elle est présente, et l'objectif, c'est juin 2024. C'est pas 2026, c'est pas Rachida Dati à Paris. Donc ça passe par ces étapes-là, vous avez tout à fait raison. Il n'empêche qu'il y a un point aussi supplémentaire. Rachida Dati, elle va gérer un espace et un budget. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans la culture en face d'elle, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, ils vont devoir faire avec Rachida Dati. Ils vont devoir faire avec elle. Elle tient les cordons de la bourse. Après, les épisodes politiques qui auront lieu au mois de juin prochain, très important. Après, il peut se passer encore plein de choses, effectivement. Mais aujourd'hui, l'offensive électorale est plutôt bien menée. Et en tout cas, ça change de la période qui les a amenés à finir l'année avec la loi immigration et cette espèce de vague à tout qui se passait dans le même temps et je ne sais quoi encore. Vous venez de rajouter une dimension importante qu'on n'avait pas évoquée, c'est qu'elle tient les cordons de la bourse du financement public pour ce ministère. Et oui. Avec des dossiers brûlants concernant la ville de Paris, sur certains arbitrages qui seront rendus ou pas. Première chose. Deuxième chose, il y a un membre du gouvernement qui a donné la véritable timing. C'est Gérald Darmanin en disant « Mon bail à Beauvau s'arrêtera après les JO ». C'est-à-dire qu'il a d'ores et déjà, lui, qui est un politique, donné à voir que c'est un agenda très court. Gabriel Attal est un Premier ministre présenté comme une arme anti-Bardella. Donc le 9 juin est d'ores et déjà inscrit comme la date prioritaire pour l'agenda de ce gouvernement. C'est que ça. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'avoir été avec nous, un politologue et conseiller en communication. J'espère à très bientôt. Avant de refermer cette émission, nous avons, j'ai envie de dire encore un cadeau de Noël. Cadeau de Nouvel An. Début d'année. Oui. C'était un très très joli cadeau pour vous. En tout cas, c'est le 10e appel au standard. 0826 300 300 et c'est Guy qui nous appelle. Bonsoir Guy. Bonsoir Guy. Bonsoir David, bonsoir Cécile et bonsoir aux vraies voix. Oui, on est ravis de vous accueillir. Vous nous appelez d'où Guy? Alors je vous appelle de Roquefort-sur-Garonne dans le 31. La Haute-Garonne. C'est beau. Côté de Boussins, voilà. C'est entre Toulouse et Saint-Gaudens. Exactement. Tout à fait, voilà, oui.
Il connaît tout, ce Philippe David. Il a certainement un cousin là-bas. Oui, il a mangé une tartiflette ou un truc, je sais pas quoi. Non, là-bas, c'est plutôt un cassoulet. Hein. Et puis, solide. Mon cher Guy, nous avons la joie, le bonheur et l'immense plaisir de vous dire que vous avez remporté un séjour d'une valeur de 1200 € dans un club Bellambra niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur d'une belle destination, à la montagne, à la mer et à la campagne, et vous allez pouvoir choisir, parce qu'en plus vous avez le choix de partir avec qui vous voulez. Et ça, c'est Noël après l'heure. Ah oui, c'est Noël après l'heure. Je suis fou. J'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi dire. Mais je sais qui je vais emmener. Je vais emmener ma dulcinée quand même. Il va dulciner quand même. C'est-à-dire les contacts. Ah, enfin, il a parlé de moi. Et le cadeau Sud Radio en plus, vous pouvez choisir la personne que j'accompagne. Et il y a Philippe David qui vient avec vous pendant tous les séjours. Vous êtes chanceux, hein. Je vous raconterai des blagues, vous verrez. C'est une présence très discrète. En tout cas, on vous souhaite de très très belles vacances. Merci d'avoir joué avec nous. Vous nous écoutez depuis longtemps, Guy ? Ah écoutez, je vous écoute tous les jours depuis plusieurs années. On vous remercie en tout cas. Bien. Et c'est un joli cadeau que vous nous faites de nous écouter. Merci beaucoup Guy, on vous embrasse et bravo pour ce beau cadeau offert par les clubs Bellambra. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci Sadi, Madi Saïdi, et puis merci Monsieur D'Artigol, Olivier D'Artigol qui était avec nous. C'est sur l'autoroute de Toulouse à Pau, Roquefort-sur-Garonne. Et vous, dans un instant, on va revenir sur une émission spéciale animaux domestiques en fait. 80 millions d'animaux de compagnie aujourd'hui. La France, le top 3 des pays d'Europe. On va en parler avec le président de la SPA. On fera un point sur les abandons et bien entendu sur tous les animaux aujourd'hui qui nous entourent. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.